Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui au lendemain de cette défaite 1-0 face à Dortmund. En perdant sur la plus petite des marges, le PSG n'a pas hypothéqué ses chances de qualification, mais malgré ça, c'était la gueule de bois ce matin. Depuis, on est quand même 100% focus sur le match de mardi soir, où il faudra donc récupérer ce retard d'un but accusé hier soir et qui fait penser à la situation connue au tour précédent face au Barça. Bien sûr, il y a des parallèles qui peuvent se faire, même si j'ai lu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux dire « J'ai le même sentiment qu'après le match aller face au Barça, en gros, je suis confiant, on va passer mardi soir ». Je peine à adhérer à ce genre de discours, je vois quand même quelques différences entre les deux situations. Alors bien sûr, pour les deux, tu dois remonter qu'un seul but, et si tu le fais, ce sera pas un exploit, hein. On pourra pas parler de remontada, les gars, on va se détendre. Tout le storytelling déjà qui consiste à faire table rase de tout ce qui a été fait depuis le début de la saison, juste pour le match d'hier perdu sur la plus petite des marges, et le storytelling inverse du coup qui vise à faire d'une remontée d'un but un exploit absolument incroyable. On va se détendre. Pour le match face au Barça, l'exploit, c'est pas de remonter un but. Ça a été d'aller chercher le carton rouge d'Araújo, le provoquer littéralement par un choix tactique de Luis Enrique qui l'a laissé tout seul à la relance et par Barcola qui joue bien l'action, alors que tu étais mené 2-0 sur les deux confrontations à ce moment-là du match. C'est ça l'exploit face au Barça. C'est pas remonter un but accusé au match aller. Donc on va vraiment se détendre. On est encore en vie, bien évidemment. Après, première différence avec le Barça, déjà, j'ai pas envie de compter sur le sort qui, on va pas se mentir, même si j'ai dit qu'Araújo, le rouge, était provoqué par le choix tactique de Luis Enrique. Bon, les choix tactiques, ils provoquent pas des rouges à tous les matchs, quoi. On va pas se mentir. Donc, j'ai quand même du mal à me dire que le sort sera encore avec nous dans de telles proportions, tout simplement. Voilà. Et j'ai surtout pas envie de miser là-dessus. Et, pour entrer un peu plus dans le concret, face au Barça, t'avais titularisé Beraldo, Asensio à l'aller, t'avais un Warren Zaïre-Emery qui était pas forcément en grande forme, qui était sorti une semaine avant face à Rennes, qui était d'ailleurs sur le banc au match aller aussi. Et donc au retour, tu pouvais agir sur les hommes, voilà, avec Lucas Hernandez qui repasse sur Robert Lewandowski et tout ça. Là, t'as moins de marge de manœuvre en fait. C'est plus un choix d'homme. Là, limite les choix d'homme, c'est l'extrême inverse. Avec la blessure de Lucas. Je commencerai par là. Les croisés, c'est officiel. Il passait un IRM cet après-midi. Bon, il y en a pour 6-9 mois. C'est l'autre genou que celui de la Coupe du Monde 2022. Déjà, ayons une grosse pensée pour lui, qui, au-delà de la saison avec le PSG, va encore louper une compétition internationale avec les Bleus. Et ça, c'est très triste quand on sait qu'il a pensé à arrêter sa carrière après les croisés qu'il s'était fait pour la Coupe du Monde au Qatar. Donc vraiment, voilà, grosse force à Lucas. On espère qu'il reviendra le plus vite possible. Et puis pour nous, supporters parisiens, bien sûr, qu'en tant que défenseur central, c'est un des meilleurs de l'effectif, hein, si ce n'est le meilleur défenseur dans cet effectif. Même si sa saison, voilà, on va pas non plus refaire l'histoire. Il y a des matchs où il a pris le bouillon au poste de latéral gauche. Au poste de défenseur central, ça a été mieux et c'est dommage, il y avait des perspectives sur la saison prochaine à ce poste d'axial gauche. Mais c'est comme ça, surtout avant la saison prochaine, tu as un gouffre énorme entre Lucas Hernandez et celui qui va le remplacer sur la demi-finale retour, sur la finale de Coupe de France, la potentielle finale de Ligue des Champions. Skriniar, Danilo, Beraldo, ces trois mecs qui, au-delà du fait qu'ils sont à des années-lumière de Lucas, ne sont aujourd'hui pas invités à ce niveau de compétition. Je suis désolé. Skriniar... voilà, les trucs de motricité, la relance, les déficits de vitesse. Danilo, qui depuis 2 mois nous coûte un but par match. Beraldo, qui est assez jeune, qui est très bon avec le ballon, même si hier soir, il fait une petite dinguerie en deuxième mi-temps avec ballon. C'est bien hein, avec le ballon dans les pieds, mais un défenseur, ça doit savoir défendre en fait. Et il a encore énormément à apprendre là-dessus, Beraldo. Je suis pas sûr que... c'est en le mettant titulaire en Ligue des Champions qu'il va apprendre. Alors après, c'est vrai que Luis Enrique, comme il l'a inclus tout de suite dès sa signature, il peut le titulariser assez facilement mardi soir. C'est un joueur qui est quand même très à l'aise. Je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ne l'auraient pas fait jouer autant depuis janvier et qui donc, aujourd'hui, avec la blessure de Lucas, se seraient retrouvés dans une situation un peu plus compliquée. Mais malgré ça, voilà, il y a un gouffre énorme entre Lucas et ses remplaçants. Et surtout pour cet été. Nouvelle priorité, un défenseur central, bon, ça,
on était déjà dessus. Hein. Il y a des infos qui disaient que Luis Campos se recherchait. Bon, le dossier Lenny Yoro, voilà, on le sait tous. Mais aussi un latéral gauche. Un latéral gauche, et j'ai envie de préciser 2 métiers. Parce qu'à un moment donné, les délires de prendre un central gaucher qui est polyvalent, machin chouette, qui est capable de jouer à gauche, c'est sympa. Mais ça va 2 minutes en fait. Et cet été, je milite officiellement pour un latéral gauche de métier. Et je parle pas d'un mec que tu recrutes libre, machin, avec les primes à la signature. Non, non. Là, je parle d'un Théo Hernandez, d'un Ferland Mendy, profiter de la signature de Davis au Real Madrid, par exemple. Voilà, je parle de ce genre de joueur, tout simplement. Parce que Nuno, il est de retour, mais il n'est pas dans le groupe une fois sur 2. Il y a une fin de contrat dans 2 ans, le club a toujours pas entamé les prolongations. Et Lucas, au poste de latéral gauche, bon, il faut arrêter d'y penser. Et la piche qu'il a fait, il a bien dépanné très bien. Il y a eu des matchs où il m'a fait de la peine cette saison, Lucas, à ce poste de latéral gauche. Et c'est pour ça que un défenseur central latéral gauche, le foot en sélection, c'est possible de faire ça. Par exemple, Lucas, en équipe de France latéral gauche, voilà, bon, il y a la Coupe du Monde de 2018 et tout ça. Mais en club, ah bah, sur la durée, c'est un peu plus compliqué, quoi. Voilà, parce qu'en face, les adversaires te travaillent beaucoup plus, te ciblent beaucoup plus. Ton équipe aussi a besoin de beaucoup plus d'automatisme et toi, tu dois courir beaucoup plus. Donc bref, latéral gauche de métier en plus du défenseur central. Bon, ceci dit, pour rester un peu sur le mercato, quand je vois tous les clubs qui se séparent de leurs entraîneurs, Liverpool, le Milan, le Bayern, bon, le Barça à un moment donné avec Xavi qui au final reste, et surtout tous les clubs qui n'arrivent pas à sécuriser un grand entraîneur. Je ne sais pas si on se rend compte, aujourd'hui au Bayern, j'ai lu sur les réseaux sociaux des supporters demander à ce que Tourelle reste en fait, parce que c'est la solution par défaut tellement il n'y a personne. Bon, là-dessus, on peut s'assurer, on peut se dire content en tant que supporter parisien. Pour une fois, on a anticipé. Et cet été, on a bouclé l'entraîneur de haut niveau l'été dernier. Ceci dit, on doit le prolonger parce qu'il est en fin de contrat en 2025, donc dans 1 an, il faut le prolonger. Mais pour cet été, on n'est pas dans la panade comme un club comme le Bayern, par exemple. Ça, c'est déjà un bon point qui peut nous rassurer. Pour le reste, on sort d'un mercato à 400 millions. Et malheureusement, le constat, c'est qu'on doit recruter à quasiment tous les postes encore cet été. C'est absolument exceptionnel. Hein. Nasser va ressortir le chéquier. Nous, on refera nos vidéos tous les jours. Bon, écoutez, ce que j'espère juste, c'est qu'on ne parle pas mercato dès mercredi prochain. Parce que ce serait synonyme d'élimination. Voilà. J'espère que mercredi, on se projettera sur une potentielle finale. Et que le mercato, ça attendra. Ça attendra longtemps, hein, parce qu'après, il y aura l'Euro. 15 jours après la finale de Ligue des Champions, si on y va. Donc après... ça attendra, ouais, juillet le mercato. Finalement, ce sera... franchement, j'espère qu'on va aller en finale. Parce qu'on va faire que de parler de ça pendant tout le mois de mai. Ensuite, il y aura l'Euro. On va être mobilisé sur la France et tout ça. Ce sera super. Il n'y aura pas d'info mercato. Et ensuite, on va avoir un mercato d'été très court. 1 mois et demi. Vraiment, ce serait top. Moi qui se plains tout le temps des durées trop longues des mercatos l'été qui commencent le 1er juin et qui finissent le 1er septembre. Là, voir un mercato qui commencerait réellement le 14 juillet jusqu'au 1er septembre, ce serait super. Même s'il y a des dossiers qu'il faudra boucler avant la fin juin, puisque Guimarães, on a appris que la clause libératoire, elle est valable de la dernière semaine de mai à la dernière de juin, je crois. La clause à 115 millions. Bref, le sujet, c'était pas le mercato. J'ai dévié complètement. Vous savez, ma passion pour les infos mercato. J'ai besoin de ma petite dose quotidienne. Bien sûr, cet été, je l'aurai. Donc voilà, pour revenir sur mardi soir, c'est vrai qu'au niveau du choix des hommes, tu seras beaucoup plus limité que face au Barça. Après, en matière d'animation, bien sûr, tu peux que faire mieux que le losange hier. Et c'est vrai que différence entre le match d'hier et celui face au Barça, tu pressais moins en fait sur l'entame de match. C'est vrai, tu n'allais pas aller chercher aussi haut que le Barça sur les 2 matchs. Même au Parc des Princes, hein, le Barça, tu les pressais, tu les recroquevillais complètement. Pourtant, Dortmund attendait ça. Attendait ça parce qu'ils ont été assez bas, c'est vrai. Quand on dit Mbappé fait pas les appels en profondeur derrière la ligne défensive, c'est réel, mais on pourrait mettre à sa décharge que la ligne de Dortmund était plus basse qu'on l'aurait pensé. Plus basse qu'on l'aurait pensé, j'ai envie de dire. Plus basse que sur le match face à eux en décembre, par exemple. Ceci dit, voilà, ça n'enlève rien au match catastrophique de Mbappé. Bref. Et de l'autre côté, c'est vrai quand même que Dortmund fera difficilement mieux, autant collectivement qu'individuellement. Les mecs comme Jadon Sancho, le match qu'il fait hier, tu te dis, réitérer ce genre de performance pour Jadon Sancho, bon, ça paraît compliqué, surtout qu'en face, Nuno Mendes ne peut que faire mieux en fait. Dans la gestion du duel. Peut-être pour Dortmund, finalement, ils peuvent faire le même constat que nous. Au retour, essayer d'être plus réaliste, parce qu'ils loupent 3 grosses occasions, comme nous. La feuille de stats est très équilibrée. Hein. Il y a juste la possession qu'en faveur du PSG. Pour le reste, c'est vrai que c'est très équilibré. Moi, une stat qui m'a choqué, c'est qu'on est l'équipe des demi-finales qui a le plus tiré. 14 tirs. Bon, après, il n'y en a que 3 qui sont cadrés.
mais l'équipe, la seule qui n'a pas marqué des 4 demi-finalistes de Ligue des Champions. Voilà. Et je crois que c'est un des rares matchs. Ah, si on a fait des 0-0. Si on a fait le 0-0 face à Monaco en Ligue 1. Et après, bah en fait, on a marqué à quasiment tous nos matchs. Les 2 0-0. Attends, il y a le 0-0 face à Lorient en début de saison. Le 0-0 face à Monaco. Hier, on met 0 but. Je sais pas, j'ai pas en tête d'autres matchs où on n'a pas marqué de but. Bref. Dortmund aussi, un axe de progression qu'ils ont et sur lequel nous, on doit faire très attention, c'est que hier, Ryerson avait le ballon. L'a porté sur 40-50 mètres par séquence parce que Fabian Ruiz fixait Sabitzer. Nuno était sur Jadon Sancho et du coup, ça libérait de l'espace à Ryerson. Et c'est ce qui a été visible. C'est ce dont on s'est plaint, mais il faut pas oublier que c'était la même chose de l'autre côté, avec Maatsen, puisque Dembélé était en individuel sur Can, Maatsen était très libre, et là-dessus, on peut s'estimer heureux qu'hier, le Borussia ait laissé le ballon à Ryerson plutôt qu'à leur autre latéral, parce que Maatsen est autrement meilleur que Ryerson avec ballon. Et heureusement que c'est Ryerson qui s'est retrouvé à devoir remonter le ballon avec les défauts qu'on lui connaît dans cette dimension-là. Donc attention là-dessus, sur l'animation du côté droit, en plus du fait qu'Achraf est défendu la plupart du temps sur un fil en faisant des fautes, machin, et même Achraf aussi, ce qui m'a un peu étonné, c'est que par moment, il est pris de vitesse par Adeyemi. C'est une des rares fois où ce bon vieux Achraf, qui est très rapide et je ne doute pas de ses qualités, c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, je mets ça sur les circonstances du match, les caractéristiques de l'adversaire, Adeyemi aussi, qui était dans un bon soir, mais c'est vrai que par moment, voir Achraf dépasser comme ça à la course, ça m'a étonné. Donc comme je l'ai dit, Ruiz qui fixe Sabitzer, sachant que c'est un peu la plaque tournante du Borussia ces dernières semaines, c'est assez logique. Par contre, Dembélé en individuel sur Emre Can, ce qui du coup laissait libre Hummels parce que Barcola avait 2 joueurs à gérer, et Hummels et Ryerson. Ça, c'est encore un choix de Luis Enrique absolument lamentable, dont j'ai pas parlé dans le débrief hier. Voilà. Parce que cette histoire d'avoir un latéral droit allemand qui était libre sur 40 mètres, jamais il n'a fait d'ajustement en ce sens pour régler ça, Luis Enrique. Sur le papier, ok, sur le papier, laisser le ballon à Ryerson, c'est très bien parce que voilà, c'est vrai que c'est pas le joueur le plus technique. Mais à Hummels, et demander à Dembélé d'aller sur Emre Can par rapport à Hummels, sachant qu'il y en a un qui est autrement plus créatif que l'autre, déjà parce qu'il peut jouer avec ses 2 pieds, bon, j'ai trouvé ça un petit peu limite. Ensuite, j'aimerais revenir sur quelque chose de très intéressant, le match de Nuno. Alors, hier, on l'a critiqué pour la dimension individuelle. Là, on va revenir sur sa position. Et essayer, non pas de le défendre, mais d'expliquer un petit peu son mauvais match et qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Parce qu'encore une fois, je mets ça... Alors, je mets pas la prestation de Nuno Mendes sur le dos de Luis Enrique, mais je trouve qu'avec lui, il y a encore un choix qui est un peu bizarre. Ou du moins sur lequel tu avais des alternatives qui auraient pu être un peu plus payantes. Donc Nuno Mendes hier était 3e central, littéralement à la relance, et on ne l'a quasiment pas vu offensivement. Un peu en deuxième mi-temps, mais en première, jamais, au grand jamais. Alors que, basique, tu aurais pu inverser les rôles avec Achraf. Mettre Achraf 3e défenseur central, et faire monter Nuno sur ce côté gauche, pour apporter du surnombre, parce que Nuno a quand même d'autres qualités qu'Achraf. Je pense qu'il est un peu plus juste qu'Achraf dans le dernier geste, et que face à une équipe qui joue basse, avec des partenaires parisiens qui ne bougent pas, qui ne te créent pas d'espace dont a besoin Achraf pour recevoir le ballon lancé, bah, Nuno, dans cette configuration où chacun recevait le ballon arrêté, où il fallait faire des exploits un petit peu individuels, bon, c'est un joueur qui sait faire ça, à la différence d'Achraf. Ensuite, je me dis, quand je vois Ruiz se projeter, que ce soit avec ballon, même au pressing, pourquoi ne pas donner ce rôle à Nuno et dire à Ruiz de couvrir? Ça aurait pu être une autre animation parce que Nuno, c'est pas Ruiz. Bien sûr, il a beaucoup plus de punch, beaucoup plus d'explosivité. Peut-être que dans le dernier geste, Nuno est un peu trop généreux par moment, mais en matière de pressing aussi, par exemple, hein, c'est quelqu'un qui va mettre beaucoup plus de pression qu'un Ruiz qui est assez lent, très peu tonique sur les appuis. Ou alors, 3e alternative, la base à 3, mais sans latéral. C'est-à-dire que tu as ton milieu numéro 6 qui vient s'intercaler entre les 2 centraux et donc Nuno et Hakimi qui sont plus hauts. Ça, tu aurais pu le faire par exemple
en faisant rentrer Ugarte, en mettant Vitinha un cran plus haut, parce que je vois pas en quoi Vitinha viendrait s'intercaler entre les deux centraux, surtout qu'il marque 2 buts aller-retour face au Barça. Donc pour moi, fallait le rapprocher du but sur la fin de match hier. Et mettre Ugarte donc entre les deux. Voilà, ça aurait pu être une autre solution, mais ça, c'est à l'échelle de la saison. On en a déjà parlé sur la chaîne, et c'est quelque chose pour lequel je milite l'année prochaine quand tu as 2 latéraux comme ça. Moi, sincèrement, avant le retour de Nuno, je pensais que ça allait être ça la solution, qu'on allait avoir un numéro 6 qui s'intercale entre les 2 défenseurs et nos 2 latéraux libérés. Mais au final, à chaque fois, tu fais la symétrie avec les latéraux. Après, je dis pas que ça aurait été la solution miracle que de mettre Nuno dans un rôle plus offensif. Parce que déjà, il y a la question de Barcola. Barcola qui colle la ligne. On sait que lui, comme Nuno, sont 2 joueurs qui ne sont pas à l'aise pour repiquer dans l'axe, aller dans le demi-espace, dans la densité. Or, si tu les mets tous les 2 dans des vocations offensives, l'un des 2 doit forcément aller dans le demi-espace. Mais si tu prends le problème à l'inverse, quand Barcola avait le ballon, il était esselé complètement parce que ses partenaires se ruaient sur lui. Alors Mbappé qui venait se vautrer dans les pieds du porteur, se mettre dans les trajectoires de passe. Fabian Ruiz, pareil, mais surtout il n'avait pas de latéral qui dédoublait pour fixer un petit peu un joueur du Borussia et donc laisser Barcola en 1 contre 1 là où il aurait fait des différences. Donc voilà, c'est vrai que là-dessus on peut regretter sur cette animation et je suis persuadé que mardi prochain ce sera autrement plus actif évidemment sur ce côté-là. Donc positionnement très regrettable pour Nuno, au-delà de sa prestation. Peut-être qu'il peut aussi s'expliquer par son niveau physique. Il est dans le groupe une fois tous les 2 matchs. Et peut-être que tu le cantonnes finalement que à ce rôle un peu défensif pour le laisser tranquille avant la fin de saison qui va être un peu effrénée pour lui avec l'Euro. Ensuite, évidemment, ça c'est ce qui a fait le plus parler, le choix de faire rentrer Kolo Muani à la 65e. Déjà, c'est un choix qui est fait très tôt, peut-être trop tôt, et qui dénote avec Ramos qui ne rentre même pas. Parce que je me dis, au-delà du choix de faire rentrer Kolo Muani, pourquoi tu fais pas une 3e salve de changement à la 80e pour voir Ramos ne serait-ce que 10 minutes? Tu vois ce que je veux dire? C'est assez incompréhensible. Ensuite, pourquoi Kolo Muani? Alors que Lee Kang-in est capable de jouer sur ce côté gauche, il l'a fait à San Siro, une bonne entrée quand on perd 2-1 là-bas. Asensio a joué 2 matchs contre Lyon et Le Havre dans ce rôle de milieu, c'était plus demi-espace gauche que vraiment ailier, mais tu fais rentrer Kolo Muani avant tout, visiblement, c'est l'explication la plus utilisée, pour verrouiller le côté. Donc je vois pas en quoi Asensio et Lee auraient fait moins bien que Kolo Muani sur l'aspect défensif. Et ensuite, avec ballon, ces 2 joueurs, si Luis Enrique voulait du contrôle, qui en aurait apporté par leur capacité à conserver le ballon, et si Luis Enrique voulait chercher le score, aurait centré, tout simplement. Tu fais rentrer pour le côté gauche Lee ou Asensio, tu mets Gonzalo en pointe, ou alors tu demandes à Mbappé d'être un vrai numéro 9, tout simplement, et ces 2 mecs-là jettent des centres. Lee le fait contre Le Havre 3 jours plus tôt, tout simplement. Donc, comme je l'ai dit, l'explication, c'est tu fais rentrer Kolo Muani pour sécuriser le côté gauche, parce que si tu fais rentrer Ramos, ça veut dire Mbappé sur le côté gauche qui fait pas d'effort, et Nuno Mendes complètement esselé face à Jadon Sancho. Je trouve que c'est une explication qui sonne bien par rapport à ce qu'on a vu du PSG hier soir, à savoir une équipe complètement bridée, qui n'a jamais lâché les chevaux. Tout ça motivé, je pense, par Luis Enrique, qui n'a jamais voulu enflammer le match dès le début. Et à partir du moment où tu es mené 1-0, l'idée, c'était de ne pas hypothéquer la qualification en prenant un 2e but. Je pense que c'était assez clair là-dessus. Donc l'explication, elle s'entend. Évidemment, elle n'explique pas, elle n'excuse pas, mais elle s'entend. Voilà. Bon, d'un côté, ça montre tout l'estime qu'a Luis Enrique envers Kylian Mbappé et ses non-efforts défensifs. Parce que si tu pars avec le postulat que Mbappé est incapable de jouer une demi-heure sur le poste d'ailier gauche en faisant un peu d'effort, bon, c'est quand même assez compliqué. Ensuite, il y a autre chose que j'aimerais mettre en avant. C'est que justement, tout le match, le latéral droit de Dortmund, Ryerson, il était tout seul. Et c'était ton parti pris initial sur ton plan de pressing et sans ballon. Laisser le latéral droit tout seul. Avec, sur la grosse partie du match, un Barcola complètement dysfonctionnel et au final, un côté gauche où tu n'arrivais pas à défendre.
parce que Barcola avait 2 joueurs à gérer au pressing, il était dépassé très rapidement, peut-être un peu trop naïf aussi par moment, peut-être aussi pas assez d'efforts. Je trouve que Dembélé a été meilleur que lui dans les efforts défensifs, le respect des consignes données par Luis Enrique. Et donc, en fait, pour parler de manière brute, si tu mets Mbappé sur le côté gauche, ça change quoi par rapport à Barcola, qui était dysfonctionnel et qui laissait, dans tous les cas, le latéral droit porter le ballon autant qu'il le voulait. Donc, je pose la question. Et puis d'ailleurs, pour rester sur Barcola, hein, au-delà de l'entrant, puisqu'on s'est focalisé sur Colomani, on peut aussi se dire que Luis Enrique fait sauter le fusible le plus facile à faire sauter, à savoir Bradley Barcola, jeune joueur. Tout ça pour revenir à un autre fait, la gestion de Mbappé ces derniers mois-là. Bien sûr que c'était politique. Et hier, on en a encore l'explication, parce que quand tu parles de Ramos, pour moi, la question, elle est avec Mbappé au poste de numéro 9, en fait. Elle n'est pas avec Colomani, c'est pour le poste de numéro 9. Et hier soir, quand tu vois le match d'Mbappé, Luis Enrique, qui nous disait en conférence de presse, il faut apprendre à préparer l'avenir et jouer sans Mbappé. Les mecs qui sont pas bons, ils jouent pas. En fait, hier, les mecs avec qui tu veux préparer l'avenir, finalement, tu leur fais pas confiance en demi-finale sur des moments charnières de la Ligue des Champions. Ils sortent même pas du banc. Et Mbappé, visiblement, Luis Enrique voulait nous faire croire qu'il avait le même statut que tous les autres, il reste sur le terrain. Je suis désolé. Alors, les gars, je dis pas qu'il fallait faire sortir Mbappé pour Ramos, parce que moi, j'ai toujours été du côté Mbappé sur ce genre de match ne doit pas sortir. Mbappé, son poteau hier, typiquement, occasion qui se crée à partir de rien, et c'est déjà dingue qu'il aille chercher le poteau, ça nous prouve que, voilà, sur une action, le mec peut te faire la différence malgré tout, malgré son match absolument cataclysmique. Mais, ce que je veux dire par là, c'est la logique de Luis Enrique. Le faire passer pour un joueur lambda, au final, tu t'es cassé les dents hier parce que tu peux pas le faire sortir. C'est la réalité avec Mbappé, donc ça nous révèle en fait que c'était juste de la politique. Ensuite, avec le ballon, donc Colomani connaissait la Bundesliga, les espaces commençaient à s'ouvrir, donc potentiellement il allait pouvoir les avaler, les utiliser. C'est dommage parce que ces actions, à chaque fois, elles commencent bien, il réussit un petit dribble, il réussit à prendre de la vitesse, mais à chaque fois, le dernier geste est cataclysmique. Pour parler de l'entrée de Colomani, parce que c'est ça dont il est question, on peut mettre à son crédit qu'il commençait bien ses actions, mais qu'après, les passes qui vont en toucher tout ça, ça par contre c'est catastrophique, que veux-tu, ça c'est indéfendable, absolument indéfendable. Mais de l'autre côté, en première mi-temps, Dembélé centre fort 5,50 m, personne. L'occasion de Dembélé sur un centre d'Achraf Hakimi. Le but face au Havre sur un centre. Pourquoi tu ne fais pas rentrer Ramos? Alors que plus le match avance, plus évidemment tu vas centrer. Et c'est tout là la question, parce que en fin de match, les espaces s'ouvrent, mais de l'autre côté, tu es tellement pressé que tu dois envoyer des ballons dans la boîte, où Gonzalo Ramos t'aurait fait beaucoup de bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est meilleur en rentrant que lorsqu'il est titulaire, parce que sur la fin de match, quand tu es mené, ses coéquipiers vont balancer, vont pas être dans l'optique de contrôle comme sur les premières demi-heures d'un match, ou lorsque Gonzalo Ramos débute, peine à se connecter avec ses partenaires, parce que quand on prend pas de risque, quand on ne joue pas long, quand on n'envoie pas de ballon dans la boîte et qu'on essaye d'y rentrer par des petits dédoublements sur le côté et tout ça, et de faire rentrer un peu le ballon dans le but si on veut grossir le trait, ça colle pas avec les caractéristiques de Gonzalo Ramos. Et j'aimerais revenir quand même sur quelque chose, c'est que la semaine prochaine, moi, j'ai pensé au match face à Dortmund en 2020, le retour en 4-2-4, avec une attaque Cavani, Sarabia, Neymar, Di Maria. J'ai pensé au Classico face à Marseille, 4-0 au début de saison, avec une attaque Colomani, Mbappé, Dembélé, Barcola, et Ramos qui rentre après la blessure de Mbappé. Bon, on peut aussi penser au match à Newcastle, le 4-1, mais après, Luis Enrique avait dit que le 4-2-4, c'était la solution. Et c'est marrant de voir Luis Enrique passer de ce début de saison où il a tenté ce coup de fougue, parce que c'était un vrai parti pris. Et moi, j'adore ce genre de parti pris, même s'ils sont un peu fous, de jouer en 4-2-4, un système que j'aime aussi. Franchement, le 4-4-2 comme ça, j'adore. Et donc, passer de ce Luis Enrique-là au Luis Enrique frileux d'hier soir, qui ne fait pas rentrer Gonzalo Ramos, qui veut sécuriser. Le Luis Enrique du match retour face à Dortmund, toujours, en phase de poule. Avec la fin de match, on se rappelle Mbappé qui s'énerve parce qu'on va pas chercher la victoire. Et Luis Enrique qui demande du contrôle, qui demande à l'équipe de faire la passe à 10. Voilà, cette frilosité qui dénote avec ce parti pris. C'est pour ça que un 4-2-4 pour mardi, pour moi, c'est impossible à envisager. Même si ça m'a traversé la tête. Et de l'autre côté, une titularisation de Gonzalo Ramos aussi, c'est envisageable parce que Luis Enrique, je pense qu'il ne le considère pas au plus haut niveau. C'est la triste réalité. Je pense que, Gonzalo Ramos,
techniquement, peut-être, manque un petit peu d'autosuffisance. Moi, je pense aussi qu'il y a un déficit de vitesse pour ces échéances de Ligue des Champions. Par exemple, sur les contres, pour suivre. Après, bien sûr, dans la surface, il t'apporterait au pressing. Ah, c'est sûr qu'il t'apporterait plus que Mbappé, et ça, c'est évident. Hein. Schlotterbeck, jamais il a tout le temps qu'il a hier pour allonger sur le but de Füllkrug avec Gonzalo Ramos plutôt qu'Mbappé au pressing. Mais bon, c'est comme ça. La saison prochaine, il sera peut-être titulaire, mais là, à l'instant T, et c'est une constante sur la saison, je rappelle que Colomani était titulaire sur les 6 matchs de poule de Ligue des Champions. Alors, Ramos est titulaire à Newcastle, mais après, je crois qu'il n'est pas titulaire. Contre Newcastle, justement, au retour, je crois qu'il rentre à peine 5 minutes. Et il y a un match où il rentre en tant qu'ailier gauche. Je crois que c'est ce match d'ailleurs, parce que Mbappé était numéro 9, et je crois qu'il fait rentrer Gonzalo ailier gauche ou ailier droit pour combler. D'ailleurs, il aurait pu du coup faire pareil hier, hein, plutôt que Colomani sur le côté. Bon, là, je vais un peu loin. Mais voilà, je pense que pour les matchs de Ligue 1, pour entrer dans un match qu'on perd, où on centre beaucoup, où on doit aller chercher la victoire, Gonzalo, c'est bien. Mais pour démarrer un match, et là-dessus, je serais plutôt d'accord avec Luis Enrique, parce que de l'autre côté, on va se détendre. Gonzalo Ramos, c'est pas Jésus, hein. Il va pas nous sauver, hein. C'est pas le sauveur, Messi, machin chouette. On va se détendre. Avec lui, tu gagnes pas 4-0 hier. Voilà. Mais ceci dit, il y a un juste milieu, à savoir. Et enfin, ça m'amène aussi sur une dernière question. Juste Fabien Ruiz qui reste sur le terrain les 90 minutes. Parce que faire rentrer Colomani, c'est une chose. Mais de l'autre côté, ce que tu aurais pu faire, c'est faire rentrer Ugarte et Ramos, mettre Ugarte en numéro 6, Vitinha dans le rôle compensateur de Mbappé qui retrouve son aile gauche, et Gonzalo dans l'axe, tout simplement. Moi, personnellement, c'est ce que j'aurais fait. Mais c'était complètement inenvisageable, sachant qu'Ugarte n'était même pas titulaire contre le Havre 3 jours avant, n'est même pas rentré, et a joué juste 20 minutes face à Lorient sur les 3 derniers matchs en Ligue 1. Et rentré 10 minutes, je crois, au retour face à Barcelone, si je dis pas de bêtises, et à l'aller, ça je suis certain, il ne rentre même pas. Donc il est hors des plans, c'est comme Mukele, c'est un peu comme envisager une entrée de Mukele, c'est pas possible, parce qu'il est hors des plans, c'est utopique, on peut pas parler de ça. Mais personnellement, c'est ce que j'aurais fait, voilà, c'est tout. Ugarte numéro 6, Vitinha qui retrouve ce rôle, parce que je pense au match en septembre face à ce même Dortmund, avec Ugarte qui avait été bon en numéro 6, et Vitinha qui avait été homme du match dans le rôle relayeur gauche compensateur de Mbappé. Bref, bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour parler un petit peu des joueurs chacun. On va passer au crible chacune des performances. Là, il y a eu des débats tellement ouverts, tellement enflammé que je voulais vous donner mon avis et je voulais passer au peigne fin un petit peu tous les aspects de ces débats. J'espère qu'on l'a bien fait. N'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, donner votre avis en commentaire bien évidemment. Et on se retrouve donc demain bien sûr pour continuer ce débrief à décortiquer. Je suis bien fatigué les gars parce qu'en ce moment je suis en pleine période de partiel jusqu'à lundi. J'avais partiel aujourd'hui, je me suis couché à 3 h du matin hier parce que j'ai regardé le match juste après. Bref, là... on va aller se coucher. Je vais déconnecter avec Twitter, tout le bordel là, parce que j'en peux plus. Bref, bonne soirée les gars. Ciao et allez Paris avant tout, bien évidemment.